À 2h47 du matin, le message de mon mari a illuminé l'écran de mon téléphone, « Je suis chez Claire. Viens me chercher ou c'est fini ». J'ai répondu, « Alors, c'est fini ». Une minute plus tard, j'ai transféré sa position au mari de Claire. Le lendemain matin, mon ex était sur le pas de ma porte, en larmes, désespéré et sans abri. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la paix a un meilleur goût que la vengeance. Ton mari est chez moi avec ma femme. La voix de Ryan Fitzgerald a retenti dans mon téléphone à 2h48 du matin, exactement une minute après que je lui ai transféré la position de Shawn. Je m'attendais à ce que Shawn appelle pour supplier, pour expliquer pourquoi il avait envoyé cet ultimatum depuis la maison de Claire. Au lieu de cela, c'est Ryan qui m'a appelé depuis l'aéroport international de Dubaï, sa voix stable malgré ce que je venais de révéler. « Depuis combien de temps le sais-tu » a-t-il demandé. « Environ 60 secondes de plus que toi », ai-je répondu, fixant le message de Shawn qui brillait encore sur mon écran. « Viens me chercher ou c'est fini. » Nous savions tous les deux que c'était fini depuis des mois. Ceci n'était que la notification officielle. Ce qui était étrange, c'est que 3 semaines plus tôt, j'étais assise à côté de Shawn à la table de salle à manger de ma mère, prétendant encore que nous avions quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Ce dîner du dimanche me hante maintenant. Non pas à cause de ce qui s'est passé, mais parce que je m'efforçais encore de ne pas voir l'évidence. Ma mère, Dorothy, avait préparé son fameux rôti de bœuf, celui qu'elle ne faisait que pour les occasions spéciales, et elle n'arrêtait pas de dire à quel point Shawn et moi étions parfaits ensemble. 4 ans le mois prochain, avait-elle dit en levant son verre de vin. Vous deux me redonnez foi en le mariage. Shawn m'avait serré la main sous la table, sa paume moite de ce que je sais maintenant être de la culpabilité. Son téléphone vibrait toutes les quelques minutes, et chaque fois, il y jetait un coup d'œil, tapait une réponse rapide de sa main libre, puis retournait à la découpe de la viande comme si rien ne l'éloignait de nous. Mais j'ai vu comment ses épaules se tendaient à chaque message. Comment son rire aux histoires de pêche de mon frère Tom arrivait un temps trop tard, forcé et creux. Avant de continuer cette histoire de trahison et de libération ultime, si vous pensez que les femmes méritent mieux que des ultimatums à 2h47 du matin de la part de maris infidèles, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela aide ces histoires importantes à atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Ce matin-là, j'avais trouvé le reçu en faisant la lessive. Mouette et Chandon, 127,43 $, acheté à 23h47 le mardi précédent. Il m'avait dit qu'il gérait une panne de serveur au bureau cette nuit-là. Le papier était froissé d'avoir été enfoncé profondément dans la poche de sa veste, comme une preuve cachée à la hâte. J'étais resté dans notre chambre, le tenant, sentant quelque chose de fondamental basculer dans ma poitrine. Pas un chagrin d'amour, pas encore, juste la froide reconnaissance que j'avais été volontairement aveugle. J'ai glissé le reçu dans mon sac à main et n'ai rien dit pendant le dîner. Je l'ai regardé jouer le rôle du mari dévoué pendant que ma famille gobait tout. Il remplissait mon verre de vin sans qu'on le lui demande, racontait l'histoire de notre rencontre à ce vernissage il y a 5 ans, sa main sur mon épaule alors qu'il décrivait être tombé amoureux de moi instantanément. Ma mère souriait si largement. Mon père hochait la tête d'un air approbateur. La femme de Tom, Jennifer, n'arrêtait pas de dire que nous étions un couple modèle. L'ironie ne m'a pas échappé. Tout le monde voyait ce qu'il voulait voir, tout comme je le faisais depuis des mois. Les routines matinales étaient devenues les performances les plus révélatrices. Shawn nous préparait toujours le café à tous les deux, mais maintenant il orientait son corps de manière à ce que je ne voie pas ses textos. Le téléphone était incliné pour que je ne puisse pas voir l'écran. Nos baisers d'adieu s'étaient réduits à de brefs effleurements de lèvres si rapides qu'ils étaient à peine enregistrés comme un contact. Il avait commencé à prendre sa douche le soir au lieu du matin, remplissant notre appartement d'une eau de Cologne qui semblait trop intentionnelle pour dormir. Grosse présentation demain, disait-il, se dirigeant déjà vers la salle de bain à 22h, son téléphone à la main. Je restais allongé dans le lit, écoutant l'eau couler plus longtemps que nécessaire pour une douche, me demandant s'il lui envoyait des messages de derrière la porte verrouillée. L'odeur de son gel douche s'échappait, quelque chose de nouveau qu'il avait acheté, plus vif et plus cher que sa marque habituelle. Tout en lui devenait plus vif, plus cher, plus soigneusement orchestré. Pas pour moi. Le pique-nique d'été de l'entreprise avait été le moment où j'aurais dû savoir. 2 mois avant ce message de 2h47, nous nous étions tous réunis au Green Lake Park pour du volleyball et un barbecue. Ryan Fitzgerald avait présenté sa femme Claire avec une telle fierté, son bras autour de sa taille, l'appelant « ma meilleure moitié », sans ironie.
Elle m'avait à peine regardé dans les yeux lorsque nous nous étions serrés la main, son sourire trop éclatant, trop bref. Mais quand Shaun a raconté son histoire sur le dossier Peterson, celui sur lequel il était censé travailler tard, Claire a ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. Sa main s'est posée sur son bras et y est restée pendant qu'elle lui montrait la table des desserts. Un geste si petit, mais intime d'une manière qui m'a noué l'estomac. Plus tard, pendant le volet, je les ai surpris échangeant un regard par-dessus le filet. Pas un coup d'œil, un regard. Le genre qui transporte des conversations entières, des secrets, des promesses. Shaun a manqué le ballon parce qu'il l'a regardé et tout le monde a ri, sauf moi. Je suis resté là, sous le soleil de juillet, transpirant dans ma robe d'été, comprenant enfin pourquoi il avait été si impatient d'assister à un pique-nique d'entreprise dont il se plaignait habituellement. C'est ce jour-là que j'ai commencé à prêter attention au lieu de détourner le regard. J'ai commencé à remarquer le prélèvement pour l'abonnement à la salle de sport sur notre carte de crédit. Pas pour la salle à 3 pâtés de maison de notre appartement, mais une à Frémont, juste à côté du quartier de Claire. J'ai commencé à suivre comment chaque urgence du dossier Peterson coïncidait avec l'emploi du temps de voyage de Ryan. Le jeudi soir avant ce dîner du dimanche chez ma mère, Shaun avait appelé à 19h pour dire qu'il serait encore en retard. Sa voix avait ce ton faussement décontracté qui s'efforçait trop de paraître normal. Peterson est difficile au sujet des rapports trimestriels, avait-il dit. Ne m'attends pas, je suis resté dans notre cuisine, tenant les lasagnes que j'avais préparées ses préférées, avec la sauce maison qui prenait 3 heures et j'ai dit, d'accord. C'est tout. Juste, d'accord. Parce que quoi d'autre y avait-il à dire? J'ai mangé seul à notre petite table de salle à manger, parcourant ses réseaux sociaux, découvrant qu'il avait aimé chacun des messages de Claire du mois passé. Des selfies à la plage, des photos de café du matin, des citations inspirantes sur le fait de suivre son cœur et que la vie est trop courte pour les regrets. Chaque emoji en forme de cœur qu'il avait laissé sur ses publications ressemblait à une petite trahison, une piste de miettes de pain menant à une conclusion inévitable. Quand Ryan m'a appelé à 2h48 du matin depuis l'aéroport international de Dubaï, sa voix étonnamment calme, j'ai réalisé que nous avions tous les deux regardé nos mariages se dissoudre depuis des continents différents. Lui depuis des chambres d'hôtel au Moyen-Orient, moi depuis notre lit à moitié vide à Seattle. Je viens d'acheter un billet de retour, a-t-il dit après notre premier échange. Je rassemble des preuves depuis des semaines. Madison, ma sœur, elle m'envoie des captures d'écran des stories Instagram de Claire, mais j'avais besoin d'une preuve concrète. Et je viens de te la donner, ai-je dit, ma voix stable dans l'obscurité de notre appartement. Christina, a dit Ryan, et j'ai entendu le poids de ce qui allait suivre. Merci de ne pas m'avoir laissé être l'idiot plus longtemps que nécessaire. Nous avons mis fin à l'appel sans nous dire au revoir. Deux étrangers unis par la même trahison, sur le point de naviguer dans les décombres que nos conjoints avaient créés pendant que nous essayions de sauver des mariages qui étaient déjà morts. Je suis resté assise dans le noir, l'ultimatum de Shaun brillant toujours sur mon écran, et j'ai réalisé que ce moment se préparait depuis des mois. Chaque reçu, chaque écran de téléphone déplacé, chaque douche tardive avait mené ici, à 2h47 du matin un mercredi quelconque, lorsque la comédie a finalement pris fin et que la vérité a exigé son dû. Le relevé de carte de crédit est arrivé le lundi suivant, comme toujours, glissé entre les circulaires des supermarchés et une facture d'eau. J'ai failli le manquer. Je l'aurais manqué si je n'avais pas cherché de réponse après l'appel de Ryan. Mes mains étaient stables lorsque j'ai ouvert l'enveloppe, mais ce que j'ai trouvé à l'intérieur les a fait trembler. Abonnement mensuel à la salle de sport Fitcore, $180. L'adresse était à Frémont, loin de notre appartement de Queen Anne, mais exactement à 3 pâtés de maison de la maison coloniale de Claire sur Maple Avenue. Shaun est rentré ce soir-là avec une énergie nouvelle, sa chemise lui collant d'une nouvelle manière. Ses épaules s'étaient élargies, sa taille s'était affinée. J'avais remarqué les changements, mais je les avais attribués au stress. Peut-être qu'il buvait moins de bière. Maintenant je comprenais les réveils à 5h du matin, le sac de sport qui vivait dans sa voiture, les shakes protéinés qui apparaissaient dans notre réfrigérateur. Peut-être qu'on devrait commencer à s'entraîner ensemble, ai-je dit nonchalamment, pliant le relevé de carte de crédit et le posant sur le comptoir où il le verrait. Il y a ce nouvel endroit sur Pine Street qui propose une offre pour les couples. Il lavait une pomme à l'évier, le dos tourné vers moi. Ses épaules se sont raidies. En fait, je préfère m'entraîner seul. C'est mon moment de réflexion, tu sais, avant que la journée ne devienne folle. D'accord, ai-je dit.
Frémont, c'est un peu loin pour un moment de réflexion, cependant. La pomme a cessé de bouger sous l'eau. Il a fermé le robinet lentement, délibérément, puis s'est tourné pour me faire face. C'est près du bureau. J'y vais avant le travail parfois. Son bureau était en centre-ville, nulle part près de Frémont. Nous le savions tous les deux. Il a quand même mordu dans la pomme, le croquement trop fort dans notre cuisine silencieuse, et est passé devant moi pour aller au salon. Le relevé de carte de crédit est resté sur le comptoir, intact, non contesté, un mensonge qu'aucun de nous n'aborderait directement. 2 semaines plus tard, le mariage de ma sœur Linda est arrivé comme un test que j'étais destiné à échouer. L'invitation était sur notre réfrigérateur depuis des mois. L'hôtel Fairmont en centre-ville, une soirée de gala en tenue de soirée. J'avais acheté une nouvelle robe, bleu marine avec des perles discrètes. Shawn avait promis que nous en ferions un week-end, peut-être resterions-nous à l'hôtel, prendrions un brunch le lendemain matin comme nous le faisions quand nous sortions ensemble. À propos de l'hôtel, a-t-il dit ce matin-là, ajustant sa cravate dans le miroir de notre chambre. J'ai vérifié les tarifs. C'est $300 la nuit. On devrait probablement rentrer en voiture après. Le mariage de Linda est une occasion unique, ai-je dit, sachant déjà où cela menait. Nous resterons pour la cérémonie et le dîner, mais j'ai cette réunion tôt lundi. Je dois me préparer dimanche. Son reflet ne croisait pas mes yeux. À la réception, j'ai regardé Linda et son nouveau mari, Michael, danser leur première chanson. Shawn se tenait à côté de moi, sa main sur le bas de mon dos de cette manière performative qu'il avait perfectionnée. Ma cousine Beth s'est approchée pendant le plat de salade, sa voix douce avec une inquiétude que je ne voulais pas reconnaître. « Tout va bien entre vous deux ?» a-t-elle demandé pendant que Shawn était au bar. Il a l'air distrait. Le travail a été exigeant, ai-je dit, l'excuse étant maintenant automatique. Elle a hoché la tête, mais ses yeux disaient qu'elle n'y croyait pas, si jamais tu as besoin de parler. Shawn est revenu avec nos verres juste au moment où le plat principal arrivait. Son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil, a froncé les sourcils, puis s'est levé. Je dois prendre cet appel. Peterson a une autre crise. Il s'est dirigé vers le hall, le téléphone déjà à l'oreille. Je l'ai regardé partir, notant comment il passait sa main dans ses cheveux en parlant, un geste qu'il ne faisait que lorsqu'il était nerveux. 10 minutes sont passées. 15 notre nourriture a refroidi. Quand il est revenu, ses cheveux étaient légèrement en désordre, sa chemise sortie d'un côté. Peterson va bien, ai-je demandé. Oui, il avait juste besoin de discuter de quelques chiffres. Il s'est assis immédiatement, vérifiant à nouveau son téléphone. 2 autres fois pendant la réception, il est sorti pour des « appels urgents ». Chaque fois, il revenait avec un petit détail déplacé, son col ajusté différemment. Une légère odeur de parfum qui n'était pas le mien. Son alliance légèrement tournée sur son doigt, comme si elle avait été enlevée et remise à la hâte. Pendant le lancer du bouquet de Linda, alors que toutes les femmes célibataires se rassemblaient sur la piste de danse, Beth se tenait à côté de moi à notre table. Shawn est parti depuis un moment, a-t-elle observé. Il était parti pour son 3e appel il y a 20 minutes. À travers les fenêtres de la salle de bal, je pouvais le voir dans le hall, faisant les 100 pas au téléphone, gesticulant de sa main libre, pas les mouvements de quelqu'un qui discute de feuilles de calcul. « Christina, dit doucement Beth, tu mérites mieux que ça, quoi que ce soit. » Je voulais lui dire qu'elle avait tort, qu'elle ne comprenait pas la pression sous laquelle Shawn était, que le travail était vraiment exigeant. Mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, j'ai regardé mon mari à travers la vitre, me demandant qui était à l'autre bout de cet appel, qui valait la peine de manquer le mariage de ma sœur. Le jeudi suivant, le club de lecture s'est terminé plus tôt. Nous avions lu un thriller sur une femme qui découvre la double vie de son mari, et la discussion avait été inconfortablement directe, avec trop de regards compatissants dans ma direction. Je suis parti tôt, prétextant un mal de tête, et j'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Les fenêtres de notre appartement étaient illuminées quand je suis arrivé, ce qui était étrange puisque Shawn avait envoyé un SMS plus tôt pour dire qu'il travaillait encore tard. J'ai monté les escaliers discrètement, ma clé glissant dans la serrure sans un bruit. La porte s'est ouverte pour révéler Shawn sur le canapé avec son ordinateur portable, en conversation vidéo avec quelqu'un. L'écran était tourné loin de moi, mais je pouvais entendre le rire d'une femme. Claire, familier. Au moment où il m'a vu, il a claqué l'ordinateur portable si fort que j'ai cru qu'il aurait pu fissurer l'écran. « Tu es rentré tôt »
a-t-il dit, se levant trop vite. Le club de lecture s'est terminé plus tôt. J'ai posé mon sac à main, remarquant des choses que j'avais manquées dans ma précipitation à entrer. 2 verres de vin sur la table basse, bien qu'un ait été déplacé à la hâte derrière une pile de magazines. Une bougie allumée sur le manteau de la cheminée, pas l'une des nôtres, quelque chose de cher qui sentait le jasmin et la vanille. Les coussins réarrangés sur le canapé, créant un espace plus confortable que notre installation habituelle. « À qui parlais-tu ? » Derek, a-t-il dit sans hésitation. Il prépare quelque chose pour ton anniversaire. Il voulait mon avis sur les restaurants. Mon anniversaire était dans 4 mois. Derek n'avait jamais rien préparé pour ça en 5 ans que nous nous connaissions tous. Mais l'explication de Shaun est sortie d'un trait. Les mots se bousculant les uns les autres sur les fêtes surprises et le fait de garder des secrets et de vouloir rendre cette année spéciale. La bougie vacillait entre nous, son parfum inconnu remplissant notre appartement. Je me suis dirigé vers la cuisine, remarquant la bouteille de vin sur le comptoir. Un pinot noir que nous n'avions pas ce matin. 2 verres utilisés, l'un rincé à la hâte et placé dans l'égouttoir. Derek boit de la bière, ai-je dit doucement. Il essaie d'être plus sophistiqué, a répondu Shaun, mais sa voix était devenue plate. Le lendemain matin, j'ai trouvé la bougie dans la poubelle de notre salle de bain, enveloppée dans du papier journal comme une preuve dont on se débarrasse. Les verres à vin étaient dans le lave-vaisselle. Lavés pendant la nuit, comme si cela pouvait effacer ce qui s'était passé dans notre maison pendant que je discutais de trahison fictive au club de lecture. 3 jours après, la fête de départ de Ryan au bureau a eu lieu. Claire l'avait organisée, bien sûr, imprimant des photos des divers succès des projets de Ryan, organisant un traiteur de son restaurant thaïlandais préféré. Elle portait une robe noire qui semblait trop formelle pour une fête de bureau, son maquillage parfait malgré les larmes qu'elle n'arrêtait pas d'éponger avec des mouchoirs. 6 mois, a-t-elle dit à la foule rassemblée, sa voix se brisant. 6 mois entiers sans lui. Ryan se tenait à côté d'elle, son bras autour de sa taille, l'air mal à l'aise avec sa démonstration dramatique. Quand il a croisé mon regard de l'autre côté de la salle de conférence, quelque chose est passé entre nous. Une reconnaissance, peut-être, des performances auxquelles nous assistions tous les deux. Alors que les gens commençaient à se mélanger, Ryan s'est approché de moi près de la machine à café. « Christina, je voulais te demander quelque chose. » Il a sorti son téléphone, ajoutant mon numéro à ses contacts. « Pourrais-tu prendre des nouvelles de Claire de temps en temps ? Je sais qu'elle dit qu'elle ira bien, mais 6 mois, c'est long. » Derrière lui, j'ai regardé Shaun poser sa main sur l'épaule de Claire, se penchant pour lui murmurer quelque chose qui l'a fait rire à travers ses larmes. « Bien sûr, » ai-je dit à Ryan, enregistrant son numéro dans mon téléphone. « Je garderai un œil sur les choses. » La température était tombée à 3 degrés Celsius lorsque je suis arrivé dans l'allée de mes parents pour Thanksgiving, 3 mois après le départ de Ryan. La maison brillait de chaleur contre l'obscurité de novembre, les fenêtres embuées par la chaleur de la cuisine. Je suis resté dans ma voiture un instant, vérifiant mon téléphone une dernière fois. Le dernier SMS de Shaun, envoyé il y a 2 heures, en retard. Commencé sans moi. Ma mère, Dorothy, avait mis la table de la salle à manger pour 8. La belle vaisselle, les serviettes en tissu pliées en cygne, les chandeliers en argent de sa grand-mère polis jusqu'à ce qu'ils brillent. Elle cuisinait depuis l'aube, la dinde, un chef-d'œuvre doré entouré de tous les plats d'accompagnement que notre famille avait jamais aimés. Tom et Jennifer étaient déjà là avec leurs jumeaux. Mon père, Harold, était posté dans son fauteuil inclinable, regardant le football, la maison remplie des bruits d'une fête de famille normale. « Où est Shaun ?» a demandé ma mère, pas pour la première fois, en me tendant le plat de haricots verts à poser sur la table. « Il sera bientôt là. » Urgence au travail. Le mensonge venait si facilement maintenant. À 18 heures, nous ne pouvions plus attendre. Les jumeaux devenaient agités, et la dinde commençait à se dessécher malgré la tente en aluminium que ma mère avait soigneusement préparée. Nous nous sommes assis, la chaise vide de Shaun criant son absence. Mon père a dit le Bénédicité, sa voix portant ce ton particulier de déception qu'il avait perfectionné pendant mon adolescence. À 19h15, mon téléphone a vibré. La voiture de Claire est en panne, je l'aide à trouver un mécanicien. Ne m'attendez pas. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone face contre la table. Bien sûr, la voiture de Claire le jour de Thanksgiving, alors que tous les mécaniciens de Seattle étaient fermés et que Ryan était à des milliers de kilomètres à Dubaï.
La table était devenue silencieuse. Tout le monde faisait semblant de se concentrer sur son assiette tout en jetant des regards furtifs à la chaise vide de Shaun. « Tout va bien, ma chérie ?» La main de ma mère a recouvert la mienne, son contact doux, mais ses yeux vifs d'inquiétude. « Shaun est d'un collègue avec des problèmes de voiture, » ai-je dit, coupant ma dinde en morceaux de plus en plus petits. Mon père a posé sa fourchette avec une précision délibérée. Le son a résonné dans le silence. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Harold Brennan était marié à ma mère depuis 37 ans. Il n'avait jamais manqué un dîner de famille pour la crise de quelqu'un d'autre. À 20 heures, ma mère emballait les restes dans du papier d'aluminium, créant des paquets soignés étiquetés avec du ruban adhésif. Pour Shaun, a-t-elle dit, bien que nous sachions toutes les deux qu'il ne les mangerait pas. Elle a pressé un récipient de farce dans mes mains, puis m'a attiré dans la cuisine pendant que les autres regardaient le football. Le mariage, c'est du travail, ma chérie, a-t-elle murmuré, ses mains occupées à laver une vaisselle qui n'en avait pas besoin. Mais ça ne devrait pas être aussi dur. Le trajet de retour m'a semblé interminable. Chaque feu rouge me donnait trop de temps pour penser à où Shaun était vraiment, à ce qu'il faisait vraiment. Notre appartement était sombre quand je suis arrivé, froid de cette manière particulière qui signifie que personne n'a été à la maison de toute la journée. J'ai mis les restes dans notre réfrigérateur, toujours étiqueté de l'écriture soignée de ma mère, et je suis allé me coucher seul. Shaun est rentré à 1h du matin, se glissant dans le lit en sentant le vin et le parfum de quelqu'un d'autre, sa respiration délibérément régulière, comme s'il pouvait me faire croire qu'il s'était endormi immédiatement. Le mardi suivant, j'étais assise dans le cabinet du docteur Martinez, ma tension artérielle plus élevée qu'elle ne devrait l'être pour une femme de 32 ans. Elle était mon médecin depuis 6 ans, m'avait accompagné à travers une fausse couche dont Shaun et moi ne parlions plus jamais, connaissait les schémas de mon corps mieux que moi. Les anxiolytiques ne semblent pas fonctionner, lui ai-je dit. Mes mains se tordaient sur mes genoux. Je n'arrive pas à dormir. Mon cœur s'emballe sans raison. J'ai l'impression d'attendre que quelque chose de terrible se produise. Le docteur Martinez a posé sa tablette, ses yeux bruns m'étudiant avec cette combinaison médicale particulière d'évaluation clinique et d'empathie humaine. « Christina, est-ce que tout va bien à la maison ?» La question a déverrouillé quelque chose que je tenais si fermement que cela s'était calcifié dans ma poitrine. Les mots ont jailli. Les nuits tardives, l'abonnement à la salle de sport à Fremont, les reçus pour des dîners que je n'avais pas mangés. La façon dont Shaun me regardait à travers, maintenant, au lieu de me regarder. J'ai parlé de trouver des verres à vin pour deux quand j'étais absente. Des larmes de Claire à la fête de départ de Ryan, du dîner de Thanksgiving avec une chaise vide. Le docteur Martinez m'a tendu des mouchoirs dont je n'avais pas réalisé avoir besoin, puis s'est rassis dans son fauteuil. Ce que vous décrivez ressemble à de l'anxiété situationnelle causée par un stress continu. Je peux augmenter votre médication, mais Christina, les médicaments ne peuvent pas réparer une relation qui vous fait du mal. Elle a écrit 2 ordonnances, une pour une dose plus élevée d'anxiolytiques, une autre pour une thérapeute nommée Dr Sarah Chin. Puis elle a ouvert un tiroir et m'a tendu plusieurs brochures. Reconnaître l'abus émotionnel, le gaslighting dans les relations, quand l'amour fait mal. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe, a-t-elle dit prudemment. Mais l'éducation n'est jamais nuisible. Et Christina, prendre soin de votre santé mentale n'est pas admettre un échec. C'est choisir la survie. Je suis parti avec un sac en papier plein de ressources que j'étais trop gêné pour lire sur le parking. La recommandation pour la thérapie est restée dans mon sac à main pendant une semaine avant que je ne me décide enfin à appeler. L'interruption suivante de mon déni soigné est venue de Madison Fitzgerald, la sœur de Ryan. Elle a appelé ma ligne professionnelle un mercredi après-midi, sa voix prudente comme celle de quelqu'un approchant un animal effarouché. « Christina, j'espère que je ne dépasse pas les bornes, mais je dois te dire quelque chose. » Mon estomac s'est noué. « Ryan va bien ? » ?»« Ryan va bien. C'est à propos de Claire et de ton mari. » Le bureau est soudain devenu trop petit, les murs se refermant sur moi. Je pouvais entendre mes collègues taper, vivant leur vie normale, tandis que la mienne basculait de son axe. Qu'y a-t-il à leur sujet ? Claire a un compte Instagram privé. Elle pense que je ne le suis pas, mais je le fais sous un faux nom. Elle a posté des choses, des photos qui suggèrent. Mon Dieu, je ne sais pas comment dire ça. Dis-le simplement, Madison. Il y a des photos d'eux ensemble, avec des légendes sur le fait de trouver le bonheur dans des endroits inattendus. Et quand on sait, on sait.
J'ai fait des captures d'écran. Je peux te les envoyer si tu veux, ou on pourrait se voir pour un café. Non. Le mot est sorti plus sec que prévu. Je veux dire, merci, mais je ne peux pas. Pas encore. Madison est restée silencieuse un moment. Je comprends. Mais Christina, tu n'es pas folle. Ce que tu soupçonnes est réel. Et quand tu seras prête à voir la preuve, je serai là. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté assise à mon bureau, fixant l'écran de mon ordinateur sans le voir. Janet de la comptabilité s'est arrêtée pour déposer des rapports et m'a trouvé comme ça, figé. Ma belle, ça va? A-t-elle demandé, et quelque chose dans son ton suggérait qu'elle connaissait déjà la réponse. Au moment de la fête de Noël de l'entreprise, 2 semaines plus tard, j'avais cessé de faire semblant, même à moi-même. Le lieu était magnifique. La salle de bal du Fairmont était décorée en or et en argent, un quartet de jazz jouait des standards, un bar ouvert que Shawn fréquentait avec une fréquence croissante. Je portais une robe rouge que j'avais achetée spécifiquement pour lui rappeler que j'existais, mais il m'a à peine jeté un regard quand je suis sorti de la salle de bain à la maison. Nous sommes arrivés séparément. Il était allé directement du travail pendant que je rentrais me changer. Quand je suis entré, je les ai repérés immédiatement. Shawn est Claire près de la table des desserts, sa main sur sa poitrine, riant à quelque chose qu'il lui avait murmuré à l'oreille. Il n'essayait même plus de se cacher. Pendant le discours du PDG sur les valeurs et l'intégrité de l'entreprise, je les ai regardés dériver l'un vers l'autre comme des aimants. Quand la danse a commencé, ils étaient sur la piste pour chaque slow, sa main trop basse sur son dos, son visage enfoui dans son épaule. Nos collègues faisaient semblant de ne pas remarquer, mais j'ai surpris les regards, les conversations chuchotées derrière les mains. Janet est apparue à mon coude pendant The Way You Look Tonight, me tendant un gin tonic. Mon Uber arrive dans 20 minutes. Tu es la bienvenue pour le partager. J'ai regardé mon mari se balancer avec une autre femme sur une chanson sur laquelle nous avions dansé à notre mariage. Les yeux de Claire étaient fermés, un petit sourire sur ses lèvres. L'alliance de Shawn a capté la lumière alors que sa main remontait dans son dos. L'anneau d'or que j'avais placé à son doigt avec tant d'espoir n'était plus qu'un métal décoratif, sans signification. Faisons en 15 minutes, ai-je dit à Janet. Alors que nous attendions la voiture dehors, l'air de décembre assez vif pour couper. Janet m'a serré l'épaule. Tu sais, tout le bureau est au courant, n'est-ce pas? On se demandait tous quand tu en aurais enfin assez de ces salades. J'ai pensé aux brochures du docteur Martinez, à l'offre de capture d'écran de Madison, au reste soigneusement emballé de ma mère et au silence déçu de mon père, à la chaise vide de Thanksgiving et au lit froid dans lequel j'allais retourner ce soir. Le lent effilochage était presque terminé. Bientôt, il n'y aurait plus rien à démêler. L'Uber m'a déposé à la maison ce soir-là après la fête de Noël, et j'ai su que quelque chose de fondamental avait changé. Pas cassé, changé, comme des plaques tectoniques se réalignant avant un tremblement de terre. Je me tenais dans notre appartement sombre, portant toujours ma robe rouge que Shawn n'avait pas remarquée, et j'ai pris une décision. Si mon mariage devait se terminer, ce serait selon mes termes. Le bureau de Victoria Lawson occupait le 17e étage d'une tour de verre du centre-ville. Tout en lignes épurées et en couleurs sourdes qui suggéraient une efficacité coûteuse. J'avais trouvé son nom grâce à la recommandation d'une collègue, chuchotée pendant le déjeuner avec le ton prudent que les gens utilisent pour discuter des traitements contre le cancer. Le mercredi après Noël, je me suis assise en face de son bureau en acajou, la regardant prendre des notes d'une écriture si précise qu'elle semblait imprimée. « Racontez-moi tout », a-t-elle dit, ses lunettes de lecture perchées sur son nez, son stylo prêt sur un bloc-notes légal. Alors je l'ai fait. L'abonnement à la salle de sport à Fremont, les fêtes manquées, les sacs de nuit préparés pour des réunions tardives, la fête de Noël où ils ont dansé sur la chanson de notre mariage. L'expression de Victoria n'a jamais changé, mais ses notes ont rempli page après page, ponctuées occasionnellement de petits bruits de reconnaissance. « Vous avez documenté les choses ?» a-t-elle demandé quand j'ai fini. J'ai sorti mon téléphone, lui montrant le dossier que j'avais créé, des captures d'écran de relevés de cartes de crédit, des photos de reçus, des messages textes avec horodatage, une feuille de calcul suivant les urgences de travail de Shawn par rapport à l'emploi du temps de voyage de Ryan. Il s'alignait avec une précision troublante. Victoria a posé son stylo et m'a regardé directement. « Christina, vous avez été intelligente, plus intelligente que la plupart des clients qui passent cette porte. La documentation aidera, mais nous devons vous protéger financièrement avant qu'ils ne sachent ce qui se prépare.
Elle a expliqué les lois sur le divorce de l'État de Washington avec une clarté qui rendait les choses complexes simples. Les biens communautaires, la pension alimentaire, le bail de l'appartement qui, heureusement, ne portait que mon nom. Une décision que j'avais prise avant le mariage, quand mon crédit était meilleur que celui de Shawn. Vous pouvez légalement le retirer du bail avec un préavis de 30 jours puisque vous êtes la seule titulaire du bail, a-t-elle dit, faisant glisser un formulaire sur le bureau. Je vous suggère de le faire discrètement. Déposez-le directement auprès de votre société de gestion immobilière. Ne lui dites rien avant d'être prête à ce qu'il le sache. Elle m'a donné une liste de tâches, chacune un petit acte de révolution. Ouvrir mon propre compte bancaire. Sécuriser les documents importants. Changer les mots de passe de tout. Installer des caméras de sécurité pour votre sûreté, a-t-elle dit avec un regard entendu. Washington est un État à consentement bipartite pour l'enregistrement audio, mais la vidéo dans votre propre maison est parfaitement légale. J'ai quitté son bureau avec un dossier plein d'informations et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Le contrôle. La descente en ascenseur ressemblait à une descente au combat, mais j'étais enfin armé. Le lendemain matin, je suis entré à la Chase Bank, pas notre Bank of America habituelle où Shawn pourrait connaître les caissiers. L'agence de Ballard était assez loin de nos itinéraires habituels pour que je ne rencontre personne de familier. La nouvelle conseillère, une jeune femme nommée Amy avec des yeux bienveillants et un professionnalisme discret, n'a pas demandé pourquoi j'avais besoin d'un compte individuel alors que j'ai mentionné être marié. Nous voyons ça souvent, a-t-elle dit doucement, ses doigts volant sur son clavier. Voulez-vous des relevés dématérialisés? Oui, tout en électronique. Elle m'a aidé à transférer exactement la moitié de nos économies communes. 11 200 $, qui représentaient des années de budgétisation minutieuse, des fonds de vacances que nous n'utiliserions jamais, le début d'un acompte pour une maison que je n'achèterai jamais avec Shawn. La carte de débit arriverait dans 7 à 10 jours ouvrables à l'adresse de mon bureau. Les chèques que je n'utiliserai jamais sont allés dans mon sac à main comme la preuve d'un crime que j'étais sur le point de commettre. En sortant de Chase, j'ai senti mon téléphone vibrer. Shawn demandait ce qu'il y avait pour le dîner. J'ai répondu par SMS, je travaille tard ce soir. Débrouille-toi. Le mensonge est venu facilement, probablement parce que j'avais appris du meilleur. Je me suis arrêté dans un petit café à Ballard, commandant une tisane à la camomille avec des mains qui tremblaient légèrement en tendant ma nouvelle carte de débit pour la première fois. La transaction est passée. Une si petite chose, mais c'était comme la première bouffée d'air après avoir été sous l'eau. Les caméras de sécurité sont arrivées via Amazon 2 jours plus tard pendant l'entraînement matinal de Shawn à Fremont. Le paquet était plus lourd que prévu. 4 caméras, un hub central, des câbles à cacher. J'avais regardé 3 vidéos d'installation sur YouTube la veille pendant que Shawn dormait à côté de moi, apprenant les angles morts et la détection de mouvement. La caméra du salon a été installée en premier, positionnée pour filmer la porte d'entrée et l'espace principal. Une autre dans la cuisine, orientée vers la salle à manger. Une dans le couloir face à la porte de notre chambre. La 4e, je l'ai nichée dans la bibliothèque, presque invisible parmi mes livres de poche, couvrant la zone où Shawn s'asseyait habituellement avec son ordinateur portable. L'application sur mon téléphone s'est animée avec les flux de chaque caméra. 4 carrés montrant notre appartement vide sous différents angles. Je pouvais les vérifier de n'importe où, enregistrer des séquences, recevoir des alertes en cas de détection de mouvement. Le premier test a eu lieu le soir même. Shawn arrivant à la maison à 18h, heure normale, les mains vides. Mais le mercredi suivant, les caméras l'ont filmé en train de préparer un sac de nuit à 15h alors qu'il était censé être en réunions successives. Il a plié ses vêtements avec soin. Le pull gris que je lui avais acheté pour Noël, ses jeans chers, l'eau de Cologne qu'il ne portait que pour les occasions spéciales. Le réseau de soutien inattendu a commencé à se former sans mon effort conscient. Janet de la comptabilité avait commencé à me transférer des choses sans qu'on le lui demande. Je pensais que tu devrais voir ça, disaient ses emails, avec en pièces jointes les notes de frais de Shawn montrant des dîners pour 2 dans des restaurants où je n'étais jamais allé, des frais d'hôtel pendant les heures de déjeuner, des reçus Uber pour des adresses à Fremont. Marcus, le portier de notre immeuble, avait pris l'habitude de me saluer avec une chaleur supplémentaire. Un soir, alors que je récupérais mon courrier, il a mentionné nonchalamment, « Votre mari est parti assez tôt ce matin, vers 5 heures. J'espère que tout va bien avec cette urgence de travail. » Il n'y avait pas eu d'urgence de travail.
Shaun m'avait dit qu'il allait à la salle de sport. Merci, Marcus, ai-je dit, comprenant le cadeau qu'il me faisait. Ces entreprises de technologie, il y a toujours quelque chose d'urgent. Même Patricia du café d'en bas avait remarqué. Elle me préparait mon latte du matin depuis 2 ans, savait que j'aimais un shot supplémentaire le lundi, se souvenait de mon nom sans demander. Le lendemain de l'installation des caméras, elle m'a tendu mon café et a soutenu mon regard. « Ça va, ma belle ? Tu as l'air différente ces derniers temps. » Stressée. « Juste des trucs de boulot, ai-je dit automatiquement. Elle a hoché la tête lentement. « Ce mari à toi, il venait tous les matins, tu sais. Je ne l'ai pas vu depuis des mois. Maintenant, il prend son café à cet endroit à Fremont. Selon son Instagram. » Elle a sorti son téléphone, me montrant le profil public de Shaun. J'avais arrêté de vérifier. Le voilà, tagué au Lighthouse Coffee à Fremont, posté par quelqu'un avec le nom d'utilisateur ClaireBear47. Les hommes, a dit Patricia en secouant la tête. Ils se croient si malins. Le soir du Nouvel An, dans 2 jours, j'avais un système de classement. Les relevés bancaires dans un dossier, les captures d'écran dans un autre, les séquences de caméras sauvegardées sur le cloud, une chronologie écrite des événements que Victoria avait suggérés. Je conservais les coordonnées de 3 avocats spécialisés en divorce en plus de Victoria, au cas où. La carte de visite du docteur Sarah Chin, la thérapeute que le docteur Martinez m'avait recommandée, a finalement été retirée de mon sac à main et épinglée sur mon tableau d'affichage. Chaque preuve était une autre brique dans le mur que je construisais entre mon ancienne vie et ce qui allait suivre. Shaun n'avait aucune idée que pendant qu'il construisait sa liaison, je construisais ma sortie. Il m'embrassait encore le front chaque matin, ce contact distrait et obligatoire. Il disait encore « je t'aime » en partant, les mots creux comme un écho. Il rentrait encore à la maison en sentant le jasmin et la vanille. Le parfum de Claire, maintenant aussi familier que son eau de Cologne. Mais je n'étais plus la femme qui attendait avec des lasagnes froides, espérant des explications. J'étais la femme avec des caméras enregistrant ses mensonges, des comptes bancaires dont il ignorait l'existence, et un avocat en numérotation abrégée. La guerre n'avait pas encore été déclarée, mais j'étais prête. Chaque document déposé, chaque dollar sécurisé, chaque allié identifié. C'étaient toutes des armes attendant d'être déployées. L'appartement semblait différent maintenant, même si rien de visible n'avait changé. Ce n'était plus notre espace, mais ma zone de surveillance. Chaque pièce recelait des secrets. Les caméras cachées, la carte de l'avocate dans ma boîte à bijoux, les nouveaux relevés bancaires n'arrivant que sur mon email. Je me déplaçais dans notre maison comme une espionne en territoire ennemi, recueillant des informations pour une confrontation qui semblait aussi inévitable que le lever du soleil. Le soir du Nouvel An est arrivé avec un froid si mordant que Seattle s'est blotti à l'intérieur. Shaun était parti pour la fête de Derek vers 21h, m'embrassant le front avec ses lèvres sèches qui semblaient être celles d'un étranger. Derek était à Tao avec sa petite amie. Je le savais parce qu'il avait posté des stories sur Instagram toute la journée. Mais je n'ai rien dit, j'ai juste regardé Shaun ajuster son col dans le miroir du couloir, se parfumant comme une armure contre sa conscience. L'appartement est tombé dans le silence après son départ. Je me suis versé un verre du Malbec que nous gardions pour une occasion spéciale. Réalisant que celle-ci en était une. Minuit est arrivé et est reparti sans SMS de mon mari, sans baiser au champagne, sans promesse d'une meilleure année à venir. La ville célébrait sous ma fenêtre pendant que j'étais assise dans l'obscurité. La seule lumière venait de l'écran de mon ordinateur portable. Nos photos de mariage vivaient dans un dossier numérique intitulé « Pour toujours ». Un optimisme si naïf dans ce nom. Je l'ai ouvert à minuit 47. Les photos se chargeaient comme des preuves lors d'un procès. Nous voilà, 5 ans plus jeunes, stupides d'espoir. Les yeux de Shaun se concentraient vraiment sur moi à l'époque, son sourire atteignant les coins de ses yeux. J'étais radieuse en dentelle blanche, croyant avoir trouvé ma personne. Supprimé. La photo de la cérémonie sur la plage a disparu. Supprimé. Notre première danse a disparu. Supprimé. La découpe du gâteau. Sa mère en larmes. Le sourire fier de mon père. Tout cela effacé avec une précision clinique. Chaque photo retirée ressemblait à une chirurgie sans anesthésie. Nécessaire mais brutale. À 1h30 du matin, le dossier était vide. 5 ans compressés en rien,
ne laissant qu'un espace vide là où se trouvaient les souvenirs. Je suis allé dans le salon, incapable d'affronter notre chambre où l'oreiller de Shaun reposait, intact. Ce vide de son côté du lit qui était devenu une géographie permanente. L'application de la caméra de sécurité montrait l'appartement vide sous 4 angles. L'horodatage défilant dans le coin comme un compte à rebours vers quelque chose que je ne pouvais nommer. La cafetière m'appelait. Le sommeil était une fantaisie maintenant, de toute façon. Le café était trop fort, assez amer pour me faire pleurer les yeux, mais je l'ai bu noir en parcourant mon téléphone. La localisation de Shaun le montrait chez Claire. Pas à la fête de Derek, pas dans un club du centre-ville. La maison coloniale de Claire sur Maple Avenue, où les photos de Ryan décoraient encore les murs, où la chambre de son bébé attendait, vide, son retour. À 2h15 du matin, j'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti le document que j'avais tenu à jour pour Victoria. La chronologie de la tromperie de Shaun. Chaque entrée datée et détaillée. La dernière entrée, 1er janvier, minuit. Shaun prétend être à la fête de Derek. Derek est à Tao. La localisation de Shaun indique Maple Avenue, Fremont. J'ajoutais cette note quand mon téléphone a explosé avec la notification d'urgence à 2h47 du matin. Le son a déchiré le silence de l'appartement. Cette sonnerie spécifique que Shaun avait programmée pour lui-même, celle destinée aux vraies urgences. Mes mains étaient parfaitement stables en lisant son message. Je suis chez Claire. Viens me chercher ou c'est fini. L'ultimatum était là sur mon écran, vibrant d'arrogance. Il voulait que je traverse la ville à 2h47 du matin pour le récupérer de sa liaison, comme si j'étais une sorte de service de covoiturage pour son infidélité. L'audace était presque impressionnante. Je l'ai lu 3 fois, chaque lecture solidifiant quelque chose qui avait été liquide dans ma poitrine pendant des mois. C'était ça. Le moment où tout s'est cristallisé en une clarté parfaite et nette. Mes doigts ont bougé sur le clavier sans trembler. Alors, c'est fini. 4 mots. Pas d'explication, pas d'émotion, juste un fait. Mais je n'avais pas fini. Les coordonnées de Ryan étaient déjà affichées. Nous avions échangé nos numéros à sa fête de départ quand il m'avait demandé de veiller sur Claire. L'ironie de cette demande ressemblait maintenant à de la poésie noire. J'ai transféré la localisation de Shaun avec une précision chirurgicale, ajoutant une seule ligne. Je pensais que tu devrais savoir où ta femme reçoit mon mari à 2h47 du matin. Tu es à Dubaï, n'est-ce pas? Au moment où j'ai appuyé sur envoyer, Shaun a commencé à appeler. Le téléphone s'est allumé avec son visage, une photo d'il y a 2 ans, quand il me regardait encore au lieu de me regarder à travers. Je l'ai regardé sonner, j'ai compté les vibrations contre la table basse, puis j'ai refusé l'appel. Il a rappelé immédiatement. Refusé. Refusé. Le numéro de Claire est apparu ensuite, puis de nouveau Shaun, puis un numéro inconnu qui était probablement le téléphone fixe de Claire. Le téléphone est devenu un orage de tentatives de contact désespérées, vibrant, sonnant et s'allumant comme une machine à sous qui touche le jackpot. Je l'ai pris, j'ai regardé le chaos des notifications, puis j'ai maintenu le bouton d'alimentation enfoncé. L'écran est devenu noir. Le silence qui a suivi m'a semblé sacré, comme le moment après la confession où les péchés sont censés être pardonnés. Sauf que je ne cherchais pas le pardon. Je m'accordais l'absolution. La chambre m'a accueilli différemment maintenant. Le lit semblait plus grand sans le poids de l'attente de Shaun. Son oreiller ne se moquait plus de moi. Ce n'était que du tissu et du rembourrage, sans signification sans la personne qui devrait l'utiliser. Je me suis glissé sous les couvertures, mon corps trouvant le centre du matelas au lieu de s'accrocher à mon côté désigné. Pour la première fois en 6 mois, peut-être plus, je suis tombé dans un vrai sommeil. Pas la veille agitée et à moitié consciente que j'appelais repos, mais un sommeil profond où l'esprit lâche enfin sa prise mortelle sur la conscience. J'ai rêvé de pièces vides aux murs blancs, de les peindre de couleurs que Shaun détesterait. Un bordeaux profond, un bleu nuit, cette nuance parfaite de vert qui ressemble à l'ombre d'une forêt. J'ai rêvé de silence sans la question sous-jacente de savoir où il était, avec qui il était, quand il rentrerait. Le matin est arrivé avec la lumière du soleil entrant par les fenêtres dont j'avais oublié de fermer les stores. Pas besoin de réveil. Mon corps s'est réveillé naturellement à 7 heures, rafraîchi d'une manière qui me semblait étrangère. L'appartement était toujours silencieux, mais c'était une qualité de silence différente maintenant. Paisible au lieu d'être tendu, complet au lieu d'être en attente.
J'ai fait du café dans la cafetière à piston, prenant le temps de mesurer précisément le marc, d'attendre les 4 minutes complètes pour qu'il infuse. Mon téléphone était sur le comptoir, toujours éteint, un miroir noir ne reflétant rien. L'envie de l'allumer a vacillé et s'est éteinte. Pas encore. Cette paix était trop précieuse pour être brisée par le chaos numérique qui attendait à l'intérieur. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon café et j'ai regardé Seattle se réveiller en bas. Des gens promenant leurs chiens, des joggeurs défiant le froid de janvier, la vie normale continuant, tandis que la mienne venait d'exploser et de se reformer en quelque chose d'inconnaissable. Le café avait un goût parfait, ni trop amer, ni trop faible. Tout semblait plus net, plus défini, comme si j'avais regardé la vie à travers un verre dépoli et que quelqu'un l'avait enfin nettoyé. À 8 heures, j'ai finalement allumé le téléphone. Il a vibré pendant 30 secondes d'affilée, les notifications s'empilant comme des victimes d'un accident. 23 appels manqués, 57 messages textes, 19 messages vocaux. Les chiffres ressemblaient à un score dans un jeu que j'avais déjà gagné. Premier message vocal de Shaun, horodaté à 2h48. Bébé, s'il te plaît, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Claire avait trop bu à une fête, et je m'assurais juste qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. S'il te plaît, rappelle-moi. Message vocal de Claire. 3h15 en sanglots. Espèce de sorcière vengeresse. Tu as tout ruiné. Ryan rentre à la maison. Tu as détruit ma vie. Mais celui qui m'a fait sourire, vraiment sourire, était celui de Ryan à 3h45. Christina, je suis à l'aéroport international de Dubaï. J'ai réservé le premier vol de retour. Mon avocat te contactera au sujet des preuves. Merci d'avoir eu le courage de faire ce qui devait être fait. J'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine, le message vocal de Ryan résonnant encore dans mon esprit quand j'ai entendu des pas dans les escaliers extérieurs. Lourds, inégaux, comme quelqu'un qui grimpe sans avoir dormi. À travers le Judas, j'ai vu Shaun debout là à 8h15, ressemblant à quelqu'un qui aurait été assemblé avec des pièces de rechange de l'homme que j'avais épousé. Sa chemise était la même que la veille, mais froissée au-delà de toute rédemption, à moitié rentrée avec une tache de café s'étalant sur la poitrine. Le gobelet de station-service dans sa main tremblait légèrement. Le couvercle en plastique n'était pas tout à fait bien fermé, menaçant de se renverser. J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écarté pour le laisser entrer. L'air matinal de janvier s'est engouffré entre nous, transportant l'odeur de son désespoir, de l'alcool rassis, du parfum de Claire, et l'acidité particulière de la panique. Chris, Dieu merci. Il a commencé à avancer comme s'il était chez lui. J'ai levé la main. Tu peux dire ce que tu as à dire de là. Son visage a fait quelque chose de compliqué. Surprise, blessure, puis colère, défilant comme des chaînes sur une télévision cassée. C'est mon appartement aussi. En fait, non. J'ai sorti le document de la table d'appoint où je l'avais placé il y a des jours, sachant que ce moment viendrait. Tu as été retiré du bail la semaine dernière. Un préavis de 30 jours a été déposé auprès de la direction le 28 décembre. Tu as jusqu'au 27 janvier pour récupérer tes affaires. Le papier tremblait dans ma main tendue. Il ne l'a pas pris, a juste regardé comme si j'avais parlé dans une langue étrangère. Le café de la station-service lui a glissé des mains, frappant le couloir en béton avec une éclaboussure qui ressemblait à de l'art moderne. Un liquide sombre s'étalant dans des directions qui n'avaient aucun sens. Tu ne peux pas faire ça. L'appartement est à mon nom. Il l'a toujours été. Mon crédit, ma caution, ma signature. Tu étais listé comme occupant autorisé, ce que j'ai légalement révoqué. Les mots de Victoria sont sortis de ma bouche, calmes et précis. Tes affaires seront disponibles pour être récupérées sur rendez-vous. Ses jambes semblaient abandonner leur fonction structurelle. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte et, pour la première fois, je l'ai vu clairement. Pas le directeur marketing au sourire facile. Pas le mari qui avait charmé ma famille. Pas même le tricheur qui avait mené une double vie. Juste un homme de 34 ans qui avait tout misé et tout perdu. Claire m'a mis dehors, a-t-il murmuré. Au moment où Ryan l'a appelé de Dubaï, elle a littéralement jeté mes vêtements sur la pelouse. Elle a dit que je ne valais pas la peine de perdre son mariage. Elle a dit que j'étais juste un divertissement pendant que Ryan était parti. Je voulais ressentir quelque chose. De la sympathie, de la satisfaction, même de la pitié.
Mais il n'y avait que la froide observation d'un fait, comme regarder un documentaire sur la nature où les prédateurs deviennent des proies. Mon téléphone a vibré. Madison Fitzgerald appelait. Je devrais prendre cet appel, ai-je dit, commençant à fermer la porte. Christina, s'il te plaît. Ta mère connaît de bons hôtels, ai-je dit, puis j'ai fermé la porte avec un clic doux et définitif. La voix de Madison a éclaté au moment où j'ai répondu. Christina, tu dois entendre ça. Claire a complètement pété les plombs. Elle jette les affaires de Shaun sur la pelouse depuis 1 heure. Les voisins ont appelé les flics en pensant que c'était une dispute conjugale. Par ma fenêtre, je pouvais voir Shaun toujours debout dans le couloir, fixant la porte fermée comme si elle pouvait s'ouvrir par magie. Madison a continué, ses mots se bousculant avec la qualité haletante de quelqu'un assistant à un accident de voiture au ralenti. Claire a joué sur les 2 tableaux tout ce temps. Elle n'a jamais eu l'intention de quitter Ryan. Elle voulait juste de l'attention pendant qu'il voyageait. Elle a littéralement traité Shaun de remplaçant devant la police. Elle a dit qu'il était pratique mais remplaçable. L'ironie était si parfaite qu'elle semblait scénarisée. Shaun avait détruit notre mariage pour quelqu'un qui le considérait comme un divertissement temporaire, un corps chaud pour combler un espace vide. Il avait eu une liaison avec quelqu'un qui avait aussi une liaison avec lui. La meilleure partie, a dit Madison, et je pouvais entendre la satisfaction vengeresse dans sa voix, c'est que Ryan a déjà contacté un avocat spécialisé en divorce depuis l'aéroport. Claire est sur le point de tout perdre. La maison est à son nom, les voitures, même ses cartes de crédit sont toutes des statuts d'utilisateurs autorisés sur ses comptes. Après que Madison ait raccroché, je me suis préparé le petit déjeuner. Un vrai petit déjeuner. Des œufs brouillés, du pain grillé, du jus d'orange. Pas le régime café et anxiété sur lequel je survivais depuis des mois. J'étais à mi-chemin de mon repas quand mon téléphone a sonné. Jennifer Colloulton, directrice des ressources humaines de l'entreprise de Shaun, de notre entreprise. Techniquement, même si je travaillais dans un autre département. Christina, je m'excuse d'appeler un jour férié, mais c'est urgent. Nous avons reçu des informations préoccupantes sur des irrégularités dans les notes de frais impliquant Shaun et Claire Fitzgerald. Je crois comprendre que vous pourriez avoir des documents qui pourraient aider notre enquête. J'ai posé ma fourchette. Quel genre de documents? Des reçus, des relevés de cartes de crédit, tout ce qui montre des dépenses personnelles imputées au compte de l'entreprise. Nous avons reçu un tuyau anonyme avec des captures d'écran d'Instagram, mais nous devons vérifier la chronologie. Tuyau anonyme. Madison avait été occupé. J'ai tout, ai-je dit. Les dates, les montants, les lieux, tout est croisé avec de supposées réunions de clients qui n'ont jamais eu lieu. Le soulagement de Jennifer était audible. Pourriez-vous me les envoyer par email aujourd'hui? Nous ouvrons une enquête formelle lundi matin. J'ai passé l'heure suivante à tout compiler. Chaque reçu de la salle de sport de Fremont, chaque note de restaurant des soirées où Shaun prétendait travailler. Le schéma était accablant. Plus de 6 mois de fraude systématique utilisant les ressources de l'entreprise pour financer une liaison. L'horodatage a montré que mon email avait été envoyé à 10h47. À 11h30, la mère de Shaun, Patricia, appelait. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à vouloir entendre ce qu'elle dirait. Patricia Brennan avait toujours été une force de la nature, le genre de mère qui croyait que son fils ne pouvait rien faire de mal, qui avait trouvé des excuses pour chaque échec, chaque défaut, chaque signal d'alarme que j'avais essayé de discuter avec elle au fil des ans. Comment as-tu pu, a-t-elle lancé sans préambule, sa voix tremblant de larmes et de rage. Il est dans mon allée, détruit, parce que tu n'as pas pu pardonner une seule erreur. Patricia, ai-je dit, gardant ma voix égale. Ce n'était pas une seule erreur. C'était 6 mois de tromperie calculée. Il était chez une autre femme à 2h47 ce matin. Il est confus. Il a besoin de soutien, pas d'abandon. Le mariage, c'est de travailler sur les problèmes. Il a fait son choix, à plusieurs reprises, pendant des mois. Ses larmes se sont transformées en quelque chose de plus dur, de plus méchant. Tu es sans cœur. Absolument sans cœur. Le jeter comme un déchet, détruire sa carrière, l'humilier publiquement. Sans cœur, ai-je répété, goûtant le mot. Patricia, sans cœur, c'est ce qu'il m'a fait pendant que le mari de Claire était à l'étranger, travaillant pour subvenir aux besoins de sa famille. Sans cœur, c'est mentir chaque jour pendant 6 mois. Sans cœur,
c'est m'envoyer un ultimatum de la maison de sa maîtresse à 2h47 du matin. Tu vas le regretter, a-t-elle sifflé. Je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Tu paieras pour avoir détruit mon fils. Votre fils s'est détruit lui-même, ai-je dit. J'ai juste arrêté de le permettre. La ligne est devenue silencieuse. J'ai supprimé son numéro de mon téléphone. Un autre petit acte de libération. À midi, mon application de caméra de sécurité a montré du mouvement. Shaun était revenu avec Derek dans une camionnette de location, chargeant les cartons que j'avais emballés et laissés dans la salle du courrier de l'immeuble, comme Victoria l'avait suggéré. Il se déplaçait comme un vieil homme, les épaules courbées vers l'intérieur, cette posture confiante que j'avais autrefois trouvée séduisante maintenant complètement dissoute. Derek essayait de lui parler, mais Shaun secouait simplement la tête, chargeant carton après carton la vie qu'il avait perdue au jeu. La caméra l'a surpris regardant vers notre fenêtre une fois, juste debout là sur le parking, tenant un carton étiqueté « Album de mariage ». Je l'ai regardé à travers l'œil électronique de la caméra, ne ressentant rien d'autre que l'observation distante d'un chapitre qui se ferme. Derek venait de partir avec le dernier carton quand Victoria a appelé. La date du procès est fixée. 15 février, 9h. Apportez tout ce dont nous avons discuté. Sa voix portait cette satisfaction particulière d'une avocate qui savait qu'elle avait déjà gagné. Les 6 semaines entre cet appel et le palais de justice ont semblé comme regarder une avalanche au ralenti depuis une distance de sécurité. Shaun a engagé un avocat bon marché d'un centre commercial spécialisé dans les conduites en état d'ivresse et les divorces rapides. Je le savais parce que Jennifer de la comptabilité, qui était devenue une alliée inattendue, a mentionné avoir vu Shaun sur le parking de « Solutions juridiques abordables », l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 5 semaines. Le 15 février est arrivé, gris et brumeux, le ciel de Seattle correspondant à la gravité de l'occasion. Victoria m'a retrouvé devant le palais de justice, son tailleur bleu marine impeccable, sa mallette contenant suffisamment de preuves pour enterrer Shaun 2 fois. Elle avait tout organisé dans des dossiers étiquetés, documents financiers, relevés de cartes de crédit, les captures d'écran d'Instagram fournies par Madison, et même les séquences de la caméra de sécurité de Shaun préparant des sacs de nuit pour ses réunions tardives. Son avocat a essayé de plaider pour une pension alimentaire, a mentionné Victoria alors que nous montions les marches du palais de justice. J'ai ri. Vraiment ri. Puis je lui ai envoyé les documents sur la fraude. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais, plus un bureau qu'un théâtre. Shaun était assis à la table opposée, portant le même costume qu'à notre mariage. J'ai reconnu la petite tache de vin sur la manche, datant du jour où mon oncle Robert s'était montré enthousiaste pendant son toast. Son avocat, un homme à l'air nerveux nommé Gary quelque chose, brassait des papiers comme s'il cherchait un miracle entre les pages. La juge Patricia Nakamura présidait avec une énergie pragmatique qui suggérait qu'elle avait vu toutes les versions possibles du désastre conjugal. Victoria a présenté notre cas avec une précision chirurgicale. Chaque reçu projeté sur un écran. Chaque capture d'écran d'Instagram horodatée et vérifiée. Les frais d'hôtel pendant les heures de déjeuner. L'abonnement à la salle de sport à Fremont. Le schéma systématique de la tromperie exposé comme une carte de la trahison. Votre honneur, a dit Victoria, plaçant un autre dossier sur le banc du juge. Le défendeur a utilisé les biens matrimoniaux pour financer sa relation extra-conjugale. La loi de Washington est claire sur la dissipation des biens. Chaque dîner, chaque chambre d'hôtel, chaque cadeau acheté pour Madame Fitzgerald représente de l'argent volé au patrimoine conjugal. L'avocat de Shaun a essayé de s'opposer, d'argumenter, de minimiser. Mais quelle défense pouvait tenir face aux reçus, aux captures d'écran et aux propres notes de frais de Shaun montrant qu'il avait facturé les dîners de sa liaison comme des réunions de clients? L'expression de la juge Nakamura s'est refroidie à chaque nouvelle preuve. Quand Victoria a montré la séquence de sécurité de Shaun préparant ses bagages tout en prétendant travailler tard, la juge a secoué la tête. M. Brennan, a-t-elle dit, regardant directement Shaun, croyez-vous que votre femme ne remarquerait pas 18 000 $ de frais inexpliqués en 6 mois? Shaun a marmonné quelque chose sur le stress et les erreurs. La juge l'a interrompu. Ce ne sont pas des erreurs. C'est une tromperie systématique et une fraude financière contre votre conjointe. Le jugement a été tout ce que Victoria avait promis. L'appartement est resté à moi. Les économies, à moi. La moitié du 401K de Shaun m'a été transférée. Il a gardé ses dettes personnelles,
y compris les cartes de crédit qu'il avait cachées, celles qu'il avait utilisées pour les chambres d'hôtel et les week-ends avec Claire. La juge l'a même condamné à payer mes frais d'avocat. 8 000 $ de plus qu'il n'avait pas, requête en dissolution accordée, a annoncé la juge Nakamura. Ce mariage est dissous. Sortir de ce palais de justice, officiellement divorcé, c'était comme sortir d'un cinéma sombre pour entrer dans la lumière du jour. Victoria m'a serré la main. Elle m'a dit que j'avais été la cliente idéale. Organisée, rationnelle, avec des preuves qui lui avaient facilité la tâche. Shaun se tenait près de sa voiture sur le parking, regardant des papiers que son avocat lui avait donnés. Un instant, nos regards se sont croisés par-dessus l'asphalte trempé par la pluie. Puis je suis monté dans ma voiture et je suis parti, le laissant là, debout comme un mémorial à sa propre destruction. 2 mois plus tard, Mars a apporté un soleil inattendu et un SMS de Ryan Fitzgerald. Un café? Je te dois un vrai merci. Nous nous sommes rencontrés dans un petit endroit à Wallingford, un territoire neutre loin de nos 2 anciennes vies. Ryan avait l'air en meilleure santé que ce à quoi je m'attendais. Le soleil de Dubaï lui avait donné des couleurs, et l'absence du chaos de Claire avait restauré quelque chose de plus jeune sur son visage. Il s'est levé quand je suis arrivé, un geste que Shaun avait cessé de faire des années auparavant. Tu m'as sauvé la vie, a-t-il dit sans préambule une fois que nous avons commandé. J'aurais passé des années à financer ces liaisons, pensant que le problème venait de moi. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, ai-je corrigé. Ton appel à 2h48 a confirmé que je ne perdais pas la tête. Il a ri, non pas amèrement, mais avec une véritable amusement. Claire continue de poster sur Instagram des citations de motivation sur le fait de renaître de ses cendres et de se trouver à travers l'adversité. Elle vit chez sa mère à Tacoma, travaille à temps partiel dans un studio de yoga. J'ai sorti mon téléphone, lui montrant le dernier post LinkedIn de Shaun sur les pivots professionnels et l'apprentissage par l'échec. Nous avons ri tous les deux, ce sont libres de personnes qui ont survécu à la même tempête. Il a essayé de me contacter, a dit Ryan en remuant son café. Shaun voulait comparer nos notes sur Claire, comme si nous allions former une sorte de groupe de soutien pathétique pour les hommes qui se sont fait avoir. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. J'ai bloqué son numéro. Je ne suis pas intéressé à créer des liens sur une stupidité mutuelle. Nous avons parlé pendant 2 heures, comparant nos règlements de divorce, partageant les détails absurdes que seules des personnes ayant vécu le même désastre spécifique pouvaient apprécier. Avant de partir, nous avons échangé nos numéros, non pas de manière romantique, mais simplement en tant que compagnons survivants qui pourraient occasionnellement avoir besoin de confirmer que oui, c'était vraiment aussi fou que ça. Le test suivant est venu lors d'un dîner de famille ce dimanche-là. J'avais enfin tout raconté à mes parents et à Tom. Pas la version édulcorée que je leur avais servie, mais toute la vérité. Le message de 2h47, Claire, l'enquête, tout. Les jointures de Tom sont devenues blanches autour de sa bouteille de bière. Je savais que quelque chose n'allait pas à Thanksgiving. J'aurais dû. Tu n'aurais rien pu faire, ai-je interrompu. Ma mère était passée par ses propres étapes de traitement. D'abord, la déception que le mariage ait échoué. Puis, à mesure que les détails émergeaient, une transformation en une fureur protectrice que je n'avais pas vue depuis le lycée, quand un professeur m'avait injustement mis en échec. Je mets à jour les photos de la carte de Noël, a-t-elle annoncé au dessert. Je l'ai déjà retirée des 3 dernières années. La retouche photo est merveilleuse de nos jours. Maman, tu n'as pas à effacer l'histoire. Si, je dois. Il s'est effacé de cette famille au moment où il a choisi une autre femme plutôt que ma fille. Mon père a levé son verre de vin. À la liberté de Christina. Ils ont tous levé leur verre. Tom, Jennifer, même les jumeaux avec leurs briques de jus. La chaleur de leur soutien a rempli des espaces dans ma poitrine que je n'avais pas réalisé être froid. 3 semaines après ce dîner, j'ai croisé Derek chez Whole Foods. Le meilleur ami de Shaun, ancien meilleur ami, avait l'air mal à l'aise entre les produits bio et notre rencontre inattendue. Il achetait des ingrédients pour ce qui ressemblait à un dîner, du bon vin, du fromage cher, le genre de choses que Shaun insistait pour que nous servions lorsque nous recevions. Christina, a-t-il dit, comme si mon nom était une question. Derek. Je devrais te dire, Shaun est à Portland maintenant, il travaille dans une start-up avec notre ami de fac. Marketing débutant. Débutant. Après 6 ans en tant que directeur de compte senior, la chute était complète. Il sort avec quelqu'un, a continué Derek,
clairement mal à l'aise mais se sentant obligée de partager. 24 ans, tout juste diplômé. Elle pense qu'il est mondain et sophistiqué. Je n'ai rien ressenti. Pas de jalousie, pas de pitié, pas même de satisfaction. Juste l'observation neutre d'une information qui n'affectait plus ma vie. J'espère qu'elle est plus intelligente que je ne l'étais, ai-je dit, sincèrement. Derek a changé de pied. Il parle de toi parfois. Il dit qu'il veut une conclusion, s'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Et la conclusion n'est pas quelque chose qu'il peut me prendre. C'est quelque chose que je me suis donné à 2h47 du matin, quand j'ai choisi d'arrêter de participer à ces jeux. J'ai laissé Derek là, avec ses provisions de fête, comprenant enfin que l'indifférence était la forme de conclusion la plus complète possible. La rencontre avec Derek chez Whole Foods a persisté pendant environ 10 minutes avant de se dissoudre comme du sucre sous la pluie. J'ai fini mes courses, je me suis acheté des fleurs, des tulipes jaunes qui n'avaient rien à voir avec personne d'autre que moi, et je suis rentré à l'appartement qui était devenu mon sanctuaire. L'après-midi de mai s'étendait, doré, à travers mes fenêtres, et je les ai ouvertes en grand pour laisser les bruits de la ville se mêler à ma musique. 6 mois. 6 mois depuis que ce message de 2h47 avait fêlé ma vie comme un œuf, laissant émerger quelque chose de nouveau et d'inattendu. J'avais commencé des cours de poterie le jeudi, mes mains apprenant à façonner l'argile en bols et en vases imparfaits, mais qui étaient les miens. J'ai rejoint un groupe de randonnée qui se réunissait le dimanche matin, découvrant des sentiers que je n'avais jamais explorés pendant mes années de mariage, lorsque les week-ends signifiaient attendre que Shaun décide de nos plans. Le premier samedi de juin est arrivé avec un soleil inhabituel, le genre qui fait sortir tout Seattle. Le marché de Pike Place grouillait de monde, et j'ai déambulé lentement, sans emploi du temps pour me presser. Les vendeurs de fleurs criaient leurs prix, leurs seaux pleins de pivoine et de roses. J'examinais des tournesols, leurs visages larges et sans complexe. C'est là que j'ai senti ce changement particulier dans l'air, celui qui signifie que quelqu'un vous fixe. Shaun se tenait à une vingtaine de mètres, près du stand de lancer de poissons, sa main dans le bas du dos d'une jeune femme qui semblait tout juste sortie de l'université. Elle avait cet éclat d'optimisme non éprouvé, levant les yeux vers lui pendant qu'il lui montrait quelque chose sur le marché. Sa robe d'été était d'un jaune plein d'espoir, suggérant qu'elle croyait aux fins heureuses. J'ai reconnu son expression. C'était la mienne il y a 5 ans, avant que j'apprenne que certains hommes traitent l'amour comme une supérette, prenant ce dont ils ont besoin et partant quand quelque chose de mieux ouvre plus bas dans la rue. Il m'a vu. Sa main a glissé de son dos, son corps se tournant légèrement vers moi comme une boussole trouvant le nord. Un instant, j'ai cru qu'il pourrait s'approcher, qu'il pourrait essayer de créer une scène de film où les ex échangent des mots significatifs. Sa bouche s'est ouverte, formant la forme de mon nom. Je me suis retourné vers les tournesols. J'en prendrai 6, ai-je dit au vendeur, sortant de l'argent de mon portefeuille. Derrière moi, je pouvais sentir la présence de Shaun comme un changement de temps, mais je ne me suis pas retourné. Le vendeur a emballé mes tournesols dans du papier craft, les a attachés avec de la ficelle et me les a tendus avec un sourire. Je suis passé devant les lanceurs de poissons, à travers la foule où Shaun se tenait toujours, figé. Sa nouvelle petite amie lui tirait maintenant sur le bras avec des questions que je pouvais imaginer, mais que je ne voulais pas entendre. Mon indifférence n'était pas feinte. Elle était aussi réelle que les tournesols dans mes bras, aussi solide que le sol sous mes pieds. Shaun était devenu un étranger dont l'histoire ne croisait plus la mienne. Et cette vérité avait le goût de la liberté. Le lundi matin, Jennifer Coloulton est venue à mon bureau. Pas mon cubicule, mais mon vrai bureau. La promotion s'étant matérialisée en avril comme une récompense pour avoir survécu avec grâce. Le conseil d'administration s'est réuni vendredi, a-t-elle dit en fermant la porte derrière elle. Il crée un nouveau poste, directeur de la conformité et de l'éthique. Le poste est à vous si vous le voulez. J'ai posé mon café avec précaution. Pourquoi moi? Parce que vous avez géré l'enquête avec un professionnalisme complet alors que votre vie personnelle implosait. Parce que vous avez maintenu la qualité de votre travail alors que des personnes moins fortes se seraient effondrées. Parce que le conseil d'administration estime que quelqu'un qui peut naviguer dans ce niveau de crise personnelle tout en protégeant les intérêts de l'entreprise est exactement la personne qui devrait prévenir de futurs incidents. L'ironie était presque poétique. La fraude de Shaun avait créé le besoin de ce poste, et ma survie à sa trahison m'avait qualifié pour le remplir. Le salaire que Jennifer a mentionné m'a rendu reconnaissante d'être assise, assez pour non seulement survivre, mais vraiment prospérer, voyager, économiser,
ne plus jamais être financièrement dépendante de qui que ce soit. Il y a une dernière chose, a ajouté Jennifer. Le bureau d'angle au 17e est à vous. Celui avec vue sur Elliott Bay. Après son départ, je me suis tenu dans ce qui allait être mon nouveau bureau, regardant les ferries traverser l'eau comme des promesses au ralenti. Le succès avait un goût différent quand on l'avait mérité. Non pas en dépit du désastre, mais à cause de la manière dont on l'avait géré. Chaque feuille de calcul que j'avais remplie pendant que mon mariage s'effondrait. Chaque réunion que j'avais dirigée pendant que ma vie se réorganisait. Tout cela avait compté. Ce soir-là, Seattle a offert l'une de ces averses d'été caractéristiques, le genre qui arrive soudainement et laisse tout propre. J'ai ouvert toutes les fenêtres de mon appartement, laissant l'air parfumé par la pluie remplir l'espace. L'appartement s'était transformé depuis janvier. De nouvelles œuvres d'art sur les murs. Des pièces que j'avais choisies sans comité. Des couleurs que Shawn aurait qualifiées de trop audacieuses. Des plantes partout, s'épanouissant dans les coins où son installation de jeu dominait autrefois. Des livres empilés sur les surfaces parce que je n'avais plus à garder tout parfaitement rangé comme dans un magazine pour quelqu'un qui ne remarquait rien de toute façon. Je me suis retrouvé dans le placard, sortant le dossier que Victoria m'avait donné lors de notre dernière réunion. L'acte de divorce, officiel et tamponné, semblait être de l'histoire ancienne, même s'il ne datait que de quelques mois. J'ai envisagé de le jeter, mais je l'ai plutôt remis dans le dossier, non pas comme un rappel de la douleur, mais comme une preuve de survie. La pluie s'est intensifiée, et j'ai fait du thé, m'installant sur le canapé qui était maintenant agencé pour le confort d'une personne, pas le compromis de deux. Mon téléphone reposait, silencieux, sur la table basse. Ce n'était plus une source d'anxiété, me demandant à qui Shawn envoyait des SMS, quand il rentrerait, quelle excuse il offrirait. Juste un appareil qui me connectait à des gens qui voulaient vraiment ma présence. C'est à ce moment-là que la compréhension est arrivée, complète et soudaine comme la pluie. Le message de 2h47 n'avait pas été une destruction. C'était un cadeau emballé dans du fil de fer barbelé. L'ultimatum de Shawn, viens me chercher ou c'est fini, m'avait forcé à faire le premier choix honnête que j'avais fait depuis des mois, peut-être des années. Je m'étais choisi, moi. Pas la vengeance, bien que cela aurait été facile. Pas la confrontation dramatique que les films suggèrent que nous avons besoin. Juste l'acte simple et révolutionnaire de dire, alors, c'est fini, et de le penser. La paix que je ressentais maintenant n'était pas l'absence de conflit. C'était la présence de la vérité. Chaque pièce de mon appartement respirait l'honnêteté. Chaque plan que je faisais ne comprenait que mes propres désirs. Chaque matin arrivait sans le poids de me demander quel mensonge j'aurais à naviguer. La vengeance aurait nécessité de continuer à m'engager dans le chaos de Shawn, à dépenser de l'énergie pour quelqu'un qui en avait déjà pris trop. Mais les conséquences, elles, étaient arrivées naturellement, comme la pluie après la sécheresse. Son travail perdu à cause de sa propre fraude. Sa maîtresse le rejetant une fois le frisson évaporé. Sa réputation détruite par ses propres choix documentés. Je n'avais rien eu besoin d'orchestrer. La vérité a son propre élan. J'ai fermé les yeux, écoutant la pluie contre les fenêtres, et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne me réveillerai plus jamais à 2h47 du matin pour la crise de quelqu'un d'autre déguisé en ma responsabilité. Cette heure précise était devenue sacrée à l'envers. Un moment où j'avais choisi la paix plutôt que le drame, le silence plutôt que le chaos, moi-même plutôt que quelqu'un qui avait déjà choisi quelqu'un d'autre. La jeune femme avec Shawn à Pike Place apprendrait ses propres leçons en son temps. Derek finirait par cesser de se sentir obligé de donner des nouvelles. Ryan et moi échangerions des SMS occasionnels comme des vétérans de la même guerre, comparant à quel point la paix était meilleure que la bataille. Mais ce soir, dans mon appartement plein de plantes, d'art et d'un silence qui ressemblait à de la musique, j'ai compris la vérité finale. La paix a un meilleur goût que la vengeance parce qu'elle est permanente. La vengeance est un repas que l'on consomme une fois, mais la paix est une maison que l'on habite pour toujours. Et à 2h47 du matin, quand Seattle dort et que le monde retient son souffle, je dors aussi, profondément, complètement, enfin libre. Si cette histoire de ce message de 2h47 et de cette douce justice vous a tenu en haleine, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été lorsque Christina a simplement répondu « Alors, c'est fini » et a transféré la position de Shawn à Ryan à Dubaï. Quel a été votre moment de vengeance préféré? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires palpitantes comme celle-ci.
Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication.